un des groupes armés signataires de l'accord de paix de début février en Centrafrique, s'est retiré ce lundi, ce au lendemain de la formation de nouveaux gouvernements qualifiés de non inclusifs. Le Tchad a annoncé ce dimanche la fermeture de sa frontière avec la Libye. Ceci, un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen. L'information a été rendue publique par le ministre de la Sécurité. Les évêques catholiques ont invité ce lundi à Kinshasa les nouveaux dirigeants de la RD Congo à rompre radicalement avec les antivaleurs des régimes précédents. Une allusion à peine voilée à la gouvernance Kabila. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La formation d'un nouveau gouvernement dimanche a remis dans l'impasse l'accord de paix en Centrafrique signé début février. À Bangui, un des 14 groupes armés signataires s'est retiré ce lundi. Un autre groupe avait déjà dénoncé ce gouvernement qui est pour lui loin d'être inclusif. Le Front démocratique du peuple centrafricain, groupe armé localement implanté dans le nord-ouest du pays, a annoncé lundi se retirer purement et simplement du processus de paix. Le groupe armé estime que le nouveau gouvernement formé dimanche est loin d'être inclusif comme le prévoyait l'accord de Khartoum et ne prend pas en compte les attentes des signataires. Soulignant que le FDPC n'a pas obtenu de portefeuille ministériel. Un autre groupe armé, l'un des principaux du pays, avait rejeté un froid sur l'accord de paix en annonçant quitter la nouvelle équipe gouvernementale. Le FPRC, qui a la main sur une large partie du nord du pays, n'a toutefois pas précisé s'il se retirait totalement de l'accord de paix ou non. Dimanche, en effet, en application de l'accord signé le 6 février à Bangui et négocié des semaines durant à Khartoum, un gouvernement inclusif a été formé. Mais dans la nouvelle équipe gouvernementale, aucun ministère régalien n'a changé de titulaire. 6 des 14 groupes armés ont obtenu un ministère. Le poste de Premier ministre a été attribué à un proche du président Faustin Archange Touadéra. Les groupes armés qui réclamaient à l'origine un Premier ministre issu de leur rang n'ont pas eu gain de cause et espéraient des portefeuilles d'importance selon des sources concordantes. Lundi, des barricades ont été montées par le FDPC aux alentours de Zoukombo, dont le nord-ouest à une centaine de kilomètres de Bouar. Le Tchad a annoncé ce dimanche la fermeture de sa frontière avec la Libye, ceci un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen. Le ministre de la Sécurité s'est lui-même prononcé sur la question. Nous avons pris la décision de fermer la frontière entre le Tchad et la Libye à partir de cet instant jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le ministre Mahamat Abba Ali Salah depuis le nord tchadien où il est en déplacement selon la télévision nationale. Début 2017, N'Djamena avait déjà annoncé la fermeture totale de ses 1400 km de frontières avec la Libye avant de la rouvrir partiellement quelques mois plus tard. En visite à Kouri-Bougoudi, dans le nord-ouest du Tchad au Tibesti, théâtre d'affrontement entre des orpailleurs et l'armée ces derniers mois, le ministre a indiqué ce dimanche que cette zone est devenue un carrefour de tous les malfrats, des terroristes et des rebelles. Kouri-Bougoudi est un vaste site aurifère situé dans une zone montagneuse des deux côtés de la frontière Tchad-Libye qui attire de nombreux Tchadiens et étrangers. Tout individu qui se trouvera dans ce site de Kouri sera considéré comme un terroriste, a déclaré le ministre ce dimanche, qui a annoncé le désarmement de toute la population et l'interdiction formelle d'orpaillage. Le nord du Tchad est très lié au sud libyen, d'où vient la majorité des ravitaillements en nourriture. Cette région du Sahel est désertique et peu habitée. Plusieurs groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen. Fin janvier, des rebelles tchadiens sont entrés depuis la Libye dans le nord-est du Tchad. Des frappes françaises ont stoppé l'avancée de la colonne, suscitant la critique des détracteurs de N'Djamena. En Algérie, malgré la contestation grandissante, Abdelaziz Bouteflika a quand même fait déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril. L'homme s'est engagé à abréger ce 5e mandat s'il était réélu, une déclaration qui, pour l'heure, ne convainc pas ses détracteurs.
Des centaines de personnes ont manifesté en Algérie dans la nuit de dimanche à lundi pour protester contre la candidature du président sortant. Mais le vin est tiré. Abdelaziz Bouteflika, officiellement candidat à l'élection présidentielle pour un 5e mandat, a promis abréger ce dernier. Cet engagement du chef de l'État à n'exercer qu'un mandat abrégé vise à désamorcer une contestation inédite de son pouvoir. Je promets la tenue, directement après l'élection présidentielle, d'une conférence nationale inclusive et indépendante pour débattre, élaborer et adopter des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales devant constituer le socle du nouveau système rénovateur de l'État algérien. Si Dieu Tout-Puissant m'en donne la possibilité et si le peuple algérien me renouvelle sa confiance à assumer la responsabilité historique de la concrétisation de leurs exigences fondamentales, c'est-à-dire le changement du système. Mais le message n'a apparemment pas convaincu. De nouvelles marches s'étant après déroulées dans le centre d'Alger, où plusieurs centaines de jeunes défilaient dans le calme et dans d'autres villes. On a vu hier que le gouvernement, c'est une blague. Même notre constitution est devenue une sorte de scénario tiré des films de Bollywood. Abdelaziz Bouteflika voudrait qu'on lui laisse encore 1 an et après, il verra, il quittera le pouvoir. C'est une mascarade. Ce n'est pas un pays démocratique. Ou alors, une république qui n'est pas démocratique, c'est un royaume. Il n'y a personne qui réfléchit un peu et qui accepte une personne handicapée comme président. C'est impossible. C'est une mafia qui est au pouvoir et on l'accepte? Non, c'est impossible. C'est au-delà du raisonnable. Les gens souffrent. Pourquoi pensez-vous que le peuple est dans la rue? Il est sorti comme ça pour se balader? Non, le peuple est dans la rue parce qu'il souffre, parce qu'il veut parler, il veut s'exprimer. Il pense que le peuple est handicapé? Non, c'est le président qui est handicapé. Les Algériens ont massivement et en vain manifesté ces 10 derniers jours partout dans le pays contre la perspective d'un 5e mandat du chef de l'État, âgé de 82 ans. Les évêques catholiques ont invité ce lundi à Kinshasa les nouveaux dirigeants de la République démocratique du Congo à rompre radicalement avec les antivaleurs des régimes précédents en assurant une bonne gouvernance et un état de droit. Des mots à l'endroit de Félix Tshisekedi qui a remplacé Joseph Kabila à la tête de la RD Congo. Nous invitons les nouveaux gouvernements à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et à donner des assurances concrètes d'une meilleure gouvernance, a déclaré l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo (CENCO), au cours d'une conférence de presse. En faisant cette recommandation aux nouveaux dirigeants, les évêques leur donnent la chance de réussir. Les évêques ne sont pas là pour leur échec. Le pays a besoin d'un nouveau leadership où l'homme congolais sera au centre des préoccupations des autorités, a ajouté l'abbé Nsolé. Les évêques appellent entre autres à l'établissement d'un état de droit, à la sécurisation des frontières et la pacification des zones en proie à l'insécurité et à la présence des groupes armés, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, les relations entre l'Église catholique et le régime de l'ancien président Joseph Kabila s'étaient tendues depuis 2011. Les évêques contestaient la crédibilité de l'élection présidentielle, donnant Joseph Kabila vainqueur cette année-là. Ce dernier a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2018. Son successeur, l'ancien opposant Félix Tshisekedi, a été investi le 24 janvier dernier après la présidentielle du 30 décembre 2018. Après la publication par la commission électorale des résultats provisoires de ce scrutin, la CENCO avait estimé que ces résultats ne correspondaient pas aux données collectées par ses 40 000 observateurs. Un autre opposant, Martin Fayoulou, revendique la victoire avec 60% des voix et réclame la vérité des urnes en évoquant les données de l'observation électorale de l'Église catholique. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun donne de la voix. Le parti qui revendique la victoire à la dernière présidentielle a vu son président ainsi que de nombreux cadres et militants se faire arrêter suite à une marche qualifiée d'illégale par les autorités. La société civile se montre aussi solidaire du parti d'opposition. Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun, pour le reportage.
Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, l'un des principaux partis de l'opposition camerounaise et la société civile, exige la libération sans condition des personnes incarcérées depuis quelques semaines après qu'elles aient organisé une marche jugée par les autorités camerounaises d'illégal. C'est la preuve que nous sommes dans une dictature violente qui rappelle la période de la Gestapo. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Tous les indicateurs de la démocratie sont effacés. Le réseau des droits humains en Afrique centrale s'indigne de ces arrestations et conteste les procédures judiciaires en cours. Alors, le tribunal militaire, on l'a toujours dit, le REDAC l'a dit, la jurisprudence des Nations Unies et même de la Commission africaine des droits de l'homme et de l'Union africaine, sur au moins 2 de ces instruments, il y a le droit pour un procès équitable qui interdit catégoriquement au tribunal militaire, en toutes circonstances, de juger les civils. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun demande que la loi d'habeas corpus soit appliquée. C'était des arrestations en totale violation de la législation camerounaise et même de la réglementation camerounaise. Cela donne droit à un habeas corpus. Dans un pays ordinaire, vous êtes libéré d'office. Il n'est même pas nécessaire de recourir à un juge en habeas corpus pour ça. Ça, c'est les choses qui sont mises en exergue dans le cadre de cette procédure. Et c'est en vertu de cela que les conseils du président élu Maurice Kamto, de ses alliés qui ont été arrêtés, ainsi que les autres sympathisants, ont introduit la procédure en habeas corpus. Pour les échéances électorales à venir, le président par intérim répond. Vous savez, organiser le régional actuellement est une farce de plus que ce régime est en train d'organiser. Le conseil municipal et certains maires, certains chefs traditionnels n'ont même pas encore la légitimité nécessaire. Donc, anticiper le régional, c'est un hold-up de plus. À noter qu'à ce jour, 144 personnes sont toujours incarcérées, dont 21 sont malades et nécessitent des soins intensifs. Ces personnes incarcérées seront de nouveau devant les juges d'instruction le 7 mars prochain. Au Bénin, la période préélectorale particulièrement tendue a à nouveau motivé une sortie médiatique de la Fondation Potier de la République. À travers un point de presse, le bureau exécutif de l'ONG a appelé à l'implication personnelle du chef de l'État pour une sortie de crise heureuse. Plus de précisions avec Maxime Ressou, il est le chargé à l'information et à la communication de la Fondation. Les Potiers de la République rappellent à toute la classe politique, dans son ensemble, que le Bénin n'appartient ni à la mouvance ni à l'opposition. Que la quiétude du peuple, ainsi que son droit à la paix, la concorde et au mieux-être, ne saurait être menacé et pris en otage du fait de l'absence de dialogue et de prise de responsabilité de nos acteurs politiques. La Fondation Potier de la République remarque avec amertume la nonchalance, le silence presque général d'une bonne frange de la société civile et le manque d'initiative des autorités morales qui ont jadis incarné la sagesse et montré plus d'une fois la voie à suivre. Dans ce contexte particulier, où tous les indicateurs sont au rouge en ce qui concerne d'éventuels troubles pré- et post-électoraux, la Fondation Potier de la République s'inquiète des retombées fâcheuses que pourraient subir les populations et unit sa voix à celle d'autres forces du milieu pour demander humblement au chef de l'État, père de la nation, de prendre la mesure de la responsabilité qui est la sienne en de pareilles circonstances et de son devoir de garant de l'ordre et de la stabilité de la nation. Le droit nous ferme assez de portes et ne nous ouvre que quelques fenêtres, raison pour laquelle nous, Potiers de la République, appelons au sursis du processus électoral et à une concertation intégrale et inclusive de toutes les forces et sensibilités politiques sous la présidence du chef de l'État afin d'entrevoir au plus tôt les solutions de sortie de crise possibles. Et c'est sur ces propos du chargé à l'information et à la communication de la